Donc on va aborder le dernier chapitre concernant la réduction des endomorphismes. On a vu que parler d'endomorphisme, ça revenait à parler de matrice carrée, puisqu'il y a une bijection qu'on a étudiée précédemment, qui s'appelle grand phi, et donc à chaque endomorphisme, on peut associer une matrice dans une base donnée. Alors, réduire un endomorphisme, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est réduire un endomorphisme, c'est aussi réduire sa matrice. On parle de manière équivalente, réduction d'endomorphisme ou de réduction de matrice. L'idée, c'est, étant donné un endomorphisme, de trouver une base dans laquelle sa matrice représentative serait simple pour pouvoir faire des calculs de manière plus simple. Alors, si j'ai un endomorphisme, donc je peux choisir diverses bases. Chaque fois que je choisis une base, j'ai une matrice représentative qui a une forme différente. Que sont des matrices simples? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme matrice simple pour faire des calculs? La plus simple, c'est une matrice diagonale. Sinon, un peu moins simple, ça serait une matrice triangulaire. Donc, notre but, ça va être de trouver, enfin de chercher en tout cas, est-ce qu'on peut trouver une base dans laquelle notre endomorphisme, il ait une matrice qui soit diagonale. Si on n'y arrive pas, on va se demander si on peut trouver une base dans laquelle notre endomorphisme il pourrait être représenté par une matrice triangulaire, ce qui permettrait aussi de limiter les calculs. Bon, pour commencer un mot de vocabulaire, qu'est-ce qu'on appelle matrice semblable? Bon, deux matrices carrées, on dit qu'elles sont semblables si en fait elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Donc, si c'est le cas, par rapport à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, on a vu que quand on change de base, il y a une relation, pour le même endomorphisme, il y a une relation qui est la suivante, A' égale P moins 1 à P, avec P, matrice de passage de la base B vers la base B'. Donc, en fait, deux matrices semblables, eh bien, elles vont être reliées par une relation de ce type-là, forcément. Bon, alors comment fait-on pour trouver une base dans laquelle la matrice, elle est semblable à une matrice diagonale? Là est tout le problème, donc c'est ça qu'on appelle diagonaliser une matrice, ou réduire un endomorphisme. Alors, matrice diagonalisable, donc définition, on dit que la matrice A, ou l'endomorphisme F associé, est diagonalisable si on peut trouver une base. Donc je note B, indice D, telle que la matrice associée à F dans cette base soit diagonale. Bon, alors c'est ça, diagonaliser une matrice. Donc la question c'est comment on fait pour trouver cette base? Alors pour ça on peut remarquer, on va se placer dans le cas favorable où effectivement j'ai grand A une matrice diagonale, donc matrice 3, 3, sur la diagonale vous avez trois nombres, sont 2, 3 et 5. Ça, je peux dire que c'est la matrice d'un endomorphisme de Q3 par rapport à la base que je veux, une base qui s'appelle U1, U2, U3. Alors, si je regarde ma matrice, puisqu'elle représente l'endomorphisme F dans la base U1, U2, U3, si je regarde la première colonne dans laquelle il y a 2, 0, 0, eh bien, ça veut donc dire que F de U1 est égal à 2U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3. Autrement dit, F de U1 égale 2U1. Dans la deuxième colonne, je vais avoir 0, 3, 0. Donc j'aurai F de U2 qui sera égal à 0 fois U1 plus 3 fois U2 plus 0 fois U3. Donc F de U2 égale 3 fois U2. Et de la même manière, j'aurai dans la troisième colonne F de U3 égale 5 U3. Donc, ce que je constate, c'est que dans cette base où la matrice est diagonale, eh bien, vous voyez, l'image de chaque vecteur de base est collinaire au vecteur. F de U1 égale 2U1, F de U2 égale 3U2,
f de U3 égale 5U3. Donc la base est une base de diagonalisation. Visiblement, les vecteurs de la base, pour que ça marche, ils doivent vérifier cette propriété-là. C'est-à-dire que leur image doit être collinaire à lui-même, à eux-mêmes. Bon, alors c'est ça qu'on va utiliser en fait pour trouver, c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour trouver une base de diagonalisation. Alors, c'est le paragraphe suivant. On va définir ce qu'on appelle des éléments propres d'un endomorphisme. On va retrouver cette notion-là qu'on vient de voir dans la remarque. Alors, éléments propres, parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a d'une part des valeurs propres, puis quand on aura les valeurs propres, on va trouver des vecteurs propres, et ensuite on va essayer de trouver l'ensemble des vecteurs propres qui forment des espaces propres. Bon. Donc, définition de ces éléments propres. Première définition, qu'est-ce que c'est une valeur propre? Alors, une valeur propre, c'est un scalaire tel que je peux trouver un vecteur non nul dont l'image est collinaire à ce vecteur. Ça rejoint ce qu'on vient de voir ici. Donc, f de x égale lambda x. Si je peux trouver un x non nul, alors lambda est valeur propre. Bon, évidemment, il faut que x soit non nul parce que si x est nul, f du vecteur nul par une application linéaire, l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc ça ferait vecteur nul égale lambda fois vecteur nul, ça marcherait pour tous les réels, enfin pour tous les scalaires lambda, ce qui n'a aucun intérêt. Donc il faut absolument trouver ici, il faut que ça marche pour un vecteur non nul. Ça s'appelle une valeur propre. Quand on a une valeur propre, eh bien tout vecteur x qui vérifie f de x égale lambda x, ça s'appelle un vecteur propre. L'ensemble de toutes les valeurs propres, on appelle ça le spectre de f. C'est noté, spectre de f. Voilà les définitions de valeurs propres, vecteurs propres. Maintenant, dernière définition, espace propre. Alors, c'est quoi l'espace propre? C'est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. C'est ça qu'on appelle l'espace propre. On le note E lambda, il est associé à lambda. Donc c'est l'ensemble des vecteurs qui vérifient f de x égale lambda x. Bon, alors, autre notation qu'on n'a pas trop utilisée dans ce cours. On a vu ça une fois. Bon, on peut dire que c'est le noyau de f moins lambda identité. Bon, on verra ça en TP peut-être un peu plus tard. Ce qui est important à noter, c'est que E lambda, c'est un sous-espace vectoriel de E. On peut facilement montrer que E lambda, il est stable par la somme et il est stable par le produit par un scalaire. Parce que c'est facile, parce que les applications sont linéaires. Donc, si j'ai x qui appartient à E lambda, j'ai f de x égale lambda x. Si j'ai y qui appartient à E lambda, j'ai f de y égale lambda y. Et si je fais la somme, ça marche par linéarité. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Alors, comme c'est un sous-espace vectoriel, c'est donc un espace vectoriel, et donc on va pouvoir trouver une base des espaces propres. Alors, comment fait-on pour trouver donc, ces éléments propres? Dans l'ordre, on va d'abord trouver les valeurs propres, et après, on cherchera les espaces propres. Donc, les valeurs propres, c'est-à-dire le spectre de f, on le trouve grâce à un polynôme. Ce polynôme s'appelle polynôme caractéristique de f. Définition, vous prenez une base de E, et M, c'est la matrice de mon endomorphisme dans cette base B. Le polynôme caractéristique de f, c'est P de lambda, c'est un polynôme de lambda. C'est quoi? C'est le déterminant de M moins lambda fois la matrice identité. Alors on peut montrer qu'il est indépendant de la base B,
peu importe la base dans laquelle on se place, le déterminant, le polynôme caractéristique, il sera toujours le même. Bon, alors la propriété importante, celle qui fait que ce polynôme caractéristique nous intéresse, c'est que les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc pour trouver les valeurs propres, on va calculer ce polynôme caractéristique et puis ensuite, alors comme c'est un polynôme, on va le factoriser et puis comme ça on pourra trouver ces racines qui seront les valeurs propres qu'on a cherchées. Alors pourquoi ces valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique? Si vous prenez une valeur propre, donc qui appartient au spectre de f, donc ça veut dire que vous avez un x non nul qui est tel que f de x égale lambda x. Si je fais tout passer à gauche, ça fait f moins, puisque x, je peux dire que c'est l'identité appliquée à x. Donc ça fait f moins lambda identité de x égale vecteur nul. Matriciellement, parce que la matrice de f moins lambda i2, c'est grand M moins lambda fois la matrice d'identité. Ici, je prends la matrice colonne grand X égale 0. Donc, j'ai ça. J'ai cette matrice fois X égale 0 avec X qui est non nul. Bon, ça prouve que cette matrice-là, elle n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, ça veut dire que son déterminant est nul. Et donc, P de lambda égale 0. Et donc, j'ai mon polynôme caractéristique là qui est forcément nul. Donc, effectivement, les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Bon, on ne va pas épiloguer sur la preuve. Nous, ce qui nous intéresse, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver les valeurs propres, on calcule le polynôme caractéristique et on cherche ses racines. Bon, cela étant, une fois qu'on a trouvé les racines, on a trouvé les valeurs propres, est-ce que la matrice est diagonalisable? Est-ce que ça va marcher tout le temps? Et qu'est-ce qui va faire que ça marche ou pas? Bon, en fait, pour que ça marche, si je reviens à ma remarque ici, pour que ça marche, en fait, il faut que je trouve une base, U1, U2, U3, là, il faut qu'il y ait une base avec des vecteurs qui sont, les vecteurs U1, U2, U3, ce sont des vecteurs propres. Donc là, il y a une valeur propre 2, une valeur propre 3 et une valeur propre 5 associées donc à ces trois vecteurs. Donc, critère de diagonalisabilité, j'ai une matrice carrée, j'ai l'endomorphisme associé petit f. Que faut-il pour que ça marche, pour que ce soit diagonalisable? Eh bien, en fait, il faut que j'arrive à trouver une base constituée de vecteurs propres. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut que, quand je cherche mes espaces propres, et que je calcule la dimension de chaque espace propre, il faut que la somme des dimensions des espaces propres soit égale à la dimension de mon espace tout entier, c'est-à-dire la taille de ma matrice qui est n. Il faut que la somme des dimensions des espaces propres soit égale à n. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si ce n'est pas égal à n? Soit c'est... alors, on peut prouver que ça ne peut pas être supérieur à n, mais ça pourrait très bien être inférieur à n. Si c'est inférieur à n, ça veut dire que je ne peux pas trouver, en prenant tous les vecteurs des bases des espaces propres, je ne peux pas arriver à trouver une base uniquement constituée de vecteurs propres. Donc, je ne vais pas pouvoir trouver une base de diagonalisation. Voilà. Donc, comment fait-on pour savoir si une matrice est diagonalisable? Et pour la diagonaliser d'ailleurs, eh bien, on va chercher les valeurs propres. Ensuite, on va chercher les vecteurs propres. On va regarder si la somme des espaces est égale à n. Si c'est le cas, c'est diagonalisable. Sinon, c'est pas diagonalisable. Bon, si on a trouvé une base de diagonalisation,
facile d'en trouver plusieurs. En fait, si on change l'ordre, eh bien, des vecteurs de la base, on obtient une autre base de diagonalisation. Donc là, si je prends exemple, si je prends une base U1, U2, U3, U4, base de R4, et imaginons que ce soit une base de diagonalisation de F, donc la matrice de F dans la base B, c'est diag de 2, 3, 2, 5. Si je change de base, maintenant je prends la base, j'ai changé l'ordre des vecteurs, j'ai pris U4, U1, U2, U3. Ben, je vais trouver une autre matrice diagonale comme matrice représentative. Pourquoi? Donc je prends le premier vecteur, il s'appelle U4. Qu'est-ce qui vérifie U4? U4, il est là. Donc je sais que dans la quatrième colonne de la matrice, j'aurai F de U4. Et donc je vois que F de U4, c'est égal à 5 fois U4. Je vois que F de U1, il est là, c'est égal à 2 fois U1. Bon, idem pour les autres. Donc en fait, si je change de base, j'aurai ici un 5, puisque F de U4 égale 5 fois U4. F de U1 égale 2 fois U1. F de U2 égale 3 fois U2. Et puis, idem, F de U4 égale 2 fois U4. Donc j'ai une autre matrice diagonale. Donc il n'y a pas unicité de la base de diagonalisation. Donc ça veut dire que si vous êtes plusieurs à diagonaliser une matrice, eh bien vous n'êtes pas censés trouver tous le même résultat, puisqu'il y a plusieurs bases de diagonalisation qui risquent de fonctionner. Alors, quand ça ne marche pas, quand on ne peut pas diagonaliser, ben on essaie quand même de faire quelque chose. Donc on verra ça dans la dernière vidéo.